Docteur, faut faire quelque chose là. S'il vous plaît. Bonjour. Admission, consultation. Faut le calmer là. Écoute-moi voir, Max. Faut pas que tu me saoules, faut rester cool, bébé. J'avais envie d'écrire une série sur la psychiatrie parce que j'avais pas mal, plusieurs amis qui étaient allés en hôpital psychiatrique quand j'étais jeune. Et je m'étais posé un peu la question, pourquoi eux, pourquoi pas moi? Et là-dessus, moi, un soir de Noël, ma belle-sœur qui était interne en psychiatrie m'a raconté sa journée où elle avait une patiente qui était une grosse dame blonde qui se prenait pour Beyoncé, un patient qui ne parlait qu'avec son pied. Et le soir même, elle avait décroché un pendu et ce roller coaster émotionnel très intense m'a frappée. Je me suis dit, on a une héroïne, là c'est une héroïne de série. Enfin, moi j'ai envie de raconter la vie de cette fille. Vous êtes ma nouvelle interne? Oui. Déposez votre DSP, vos sacs, vous n'en aurez pas besoin. Natacha, vous jetez un œil sur ces affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je vais pas vous faire un dessin. On est en sous-effectif. Vous allez vraiment faire comme vous pouvez, ok? D'accord. On savait qu'il fallait aborder l'HP du point de vue des internes en psychiatrie. Enfin, c'était ça l'originalité du projet. Parce qu'on parle souvent de la psychiatrie du point de vue des patients ou dans des documents où on n'en parle pas, ou on en parle dans des documentaires, voilà, où le psychiatre est toujours une figure un peu hiératique, froide, qu'on comprend pas vraiment. Nous, on voulait, de leur point de vue, comprendre ce qu'ils vivaient de l'intérieur, pourquoi on devenait interne en psychiatrie, pourquoi on décidait d'aller consciemment s'enfermer dans un HP pendant plusieurs années. Et du coup, on a commencé à faire une enquête, on a interviewé une dizaine d'internes en psychiatrie. Des jeunes internes, à peu près. Et ce qui nous frappait, c'est que tous racontaient leur journée de façon extrêmement drôle, même si ce qui est raconté était parfois très dur. Il y avait cet humour commun qui est une forme de protection. Et du coup, en fait, à aucun moment on s'est dit on va faire une comédie dans un HP. On a juste voulu raconter l'HP et l'angle de vue qui nous a été donné de voir était drôle. Les ongles. Pardon? Les ongles du patient. Commencez toujours par remarquer ça. Ses yeux, sa voix, les mots. Cherchez tous les indices. Votre ressenti, faites-lui confiance. Soyez factuel et intuitif. Puis ensuite, l'anamnèse. C'est une des problématiques sur lesquelles on a mis le doigt très vite durant les entretiens avec les psys, parce qu'eux-mêmes parlaient de leur métier comme ça, en disant mais c'est pas une science dure, quoi. On n'arrive pas avec des grilles d'évaluation, des certitudes sur ce qu'ont les gens, c'est souvent très flou. Et dès le début, on voulait interroger la notion de norme aussi, c'était vraiment le point de départ de la série. Même avant, on avait même un peu plus d'extérieur, voir est-ce que le monde extérieur était plus fou qu'à l'hôpital psychiatrique, mais finalement, ça pouvait se jouer complètement en interne. Ouais. Et c'est tout ce qui nous fascinait dans le sujet, c'est comment des gens très rationnels qui ont fait médecine avant, ils ont quand même 6 ans de médecine dans les pattes, c'est des bons élèves, quoi, se retrouvent dans un monde aussi nébuleux. La profession était assez frileuse, quoi, par rapport à ce pilote, sur le mélange des genres, en fait, c'est ça qui leur faisait peur. Ouais, le mélange entre drame et comédie, on demandait c'est une drame en comédie. Ouais. Mais est-ce que c'est un drame, est-ce que c'est une comédie? C'est les deux. On a eu des critiques très dures, on a dit mais les médecins comme ça n'existe pas, les médecins sont pas cyniques, les médecins sont pas... En fait c'est plus des clichés, pas tellement sur la psychiatrie, mais sur ce que doit être l'écriture et ce que doit être une série en France. Notre personnage féminin qui a des faiblesses était souvent pris pour quelqu'un de juste stupide, on me dit elle est naïve, elle est bête, elle est machin, qui n'était pas une grande médecin qui gère tout, qui arrive à tout faire, non. Et ça a pu poser problème parfois en disant mais il faut qu'elle soit plus forte que ça. Est-ce que je pourrais avoir une grille d'évaluation? Ça, on l'établira à la fin de notre premier semestre, hein. Non, je veux dire pour les patients. Ah, mais mademoiselle, la seule personne qui va être évaluée ici, c'est vous. Mais vous savez reconnaître les fous, non? Heureusement qu'on a rencontré notre productrice, Christine de Bourbon-Pucet. Elle nous a soutenus. Dès le départ, en fait, au moment où on était le plus découragés, en disant mais on va jamais le faire, on l'a rencontrée elle, nous a dit mais moi j'adore, j'ai jamais lu un truc comme ça, j'ai jamais lu ce ton-là, c'est Crayon de vérité, et elle nous a aidés à structurer tout ça, ils nous ont beaucoup soutenus sur l'écriture, on a eu des consultations de Benjamin Dupas au démarrage pour structurer nos épisodes en 26. Puis Camille Rosset, qui est la co-scénariste des Responsables, est venue nous rejoindre au moment des Arches. Voilà, ils ont su aussi driver des jeunes auteurs qui arrivent un peu brut de découvrage et comment on fait pour structurer tout ça. C'est justement pour ça qu'on vient vous voir. Ok, I explain. Ce monsieur se fait passer pour mon mari. Mais enfin chérie, c'est moi. Non! Mon mari est en tournée à Los Angeles et il m'attend. Ma femme
pense qu'elle est Beyoncé. Vous voyez le problème? Oui. Hein? To the left. Mademoiselle, vous êtes mignonne, vous m'appelez un taxi, j'ai un avion à prendre. On peut se voir 2 minutes Oui. Merci. La production a tapé un peu à toutes les portes en même temps. C'est ce qu'elle dit, oui. Mais tout de suite, dans 5 minutes. Ouais. Ils ont lu le pilote, ils ont appelé le lendemain matin en disant on le prend. Aussi, ils font des expériences, quoi. Ils laissent les auteurs très libres, ils font des paris. Ensuite, ils voient si ça prend pas, mais ils vont pas nous dire. Et puis, ils sont très peu interventionnistes, ils vont pas nous dire c'est exactement ça qu'on voulait ou pas du tout. Ils laissent faire les choses. Le 26 permet de ne pas avoir d'enjeux trop gros, trop factices et de rester dans un truc un peu chronique qui fonctionne tout seul, comme ça. On a longtemps cru que c'était de la sitcom. Et alors qu'on peut construire du 26 autrement. Et des plateformes comme Amazon ont sorti du 26 drama. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Transparente, The Girlfriend Experience, c'est du pur thriller en 26. C'est un format qui est hyper intéressant dans tous les tons. C'est nous qui l'avons choisi. Et Christine qui a accepté tout de suite. Donc c'est une jeune réalisatrice qui n'avait pas encore fait de série, qui a fait des courts-métrages, mais qui est chef opératrice aussi, qui a été à chef-op de Jeune Femme, qui avait la caméra d'or. Ça s'appelle Émilie Noblet. Qui s'appelle Émilie Noblet. Et nous, on voyait ce qu'elle faisait, Émilie, on aimait bien, donc avec carte blanche pour aller, on savait que c'était complètement ce qu'on voulait faire. Donc, on avait confiance dans son humour. On a eu ses courts-métrages et on sait qu'elle a un humour très subtil. Le danger avec cette série, c'était d'avoir un réalisateur qui aille vers une comédie trop lourde ou au contraire qui ne saisisse pas la comédie. Elle était dans le même degré d'humour que nous, ce qu'on avait écrit. Donc on était hyper en confiance, on savait que ses impros allaient être dans le ton. Et moi j'ai envie de rester sur les plateformes en fait. De rester sur du Netflix, Amazon, etc. Non, j'ai pas du tout envie d'aller... Pardon, je devrais pas dire ça. Un agent va me tuer. Je viens d'abandonner. Non, mais on n'a pas envie d'aller vers du Artien classique. Enfin, c'est pas... Souvent, les producteurs viennent nous parler en disant « Bah alors maintenant, tu vas pouvoir aller chez... » Bah non, ça nous fait pas rêver, quoi. Et on va nous tenir la main pour écrire. Le fait que, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'on prend les téléspectateurs pour des cons qui sont pas capables de comprendre des choses subtiles. Comme si, quand on est sorti du périphérique parisien, les gens n'avaient plus d'émotions subtiles. Enfin, c'est une espèce de discours comme ça, assommant. On dit qu'il faut que ce soit beau, que les gens soient riches, parce que les gens qui rentrent chez eux, ils ont besoin de rêver. Et qu'on parle de la réalité de personne. C'est un peu fatigant. Ouais. Mademoiselle, je suis qui? Vous êtes le roi d'un très grand royaume, monsieur. Et là-bas, dans votre très grand royaume, les enfants naissent dans des bouteilles. Et une armée de papillons les protège. Mademoiselle, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous pouvez me dire ce que moi, je fais là? La série, on a commencé à la sentir en post-prod. Enfin, d'abord, on voit les rushs, on se dit « Ah, ça se passe bien, je l'imaginais pas comme ça, mais c'est bien ». Puis petit à petit, au fur et à mesure, on sent la série monter. Parce que ouais, ça fait... Et moi, je me souviens du dernier visionnage en mix où... Et un épisode, j'ai pleuré complètement. Enfin, je me suis fait avoir par ma propre série. Et je me suis dit, bah là, c'est bon. Enfin, si on n'a même plus le recul. Enfin, quoi, ça marchera sur nous. Mais c'est vrai que pendant assez longtemps, moi, effectivement, je savais pas si on s'était planté ou pas. Même si je chantais bien des choses, il y a un truc, on va pas savoir si on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, quoi. Mais ça, je pense que c'est le cas de à peu près tout le monde quand on fait une série, un film, ou, voilà. Mais pas de certitude. Là, je commence à me dire, ah si, ça va, c'est quand même pas mal.